c'est comprendre que l'immobilier, c'est une valeur refuge. Parce que si on regarde l'historique de l'évolution des prix de biens immobiliers sur 20-30 ans, on voit que ça reste une évolution positive. Il faut savoir dézoomer, il faut savoir regarder à grande échelle. Ouais. Il y a bien sûr le financement islamique. C'est le principe même de signer non pas un contrat de prêt auprès d'une banque, mais un contrat de vente. La banque va acheter un bien que vous souhaitez acquérir, va vous revendre le prêt dans le cadre d'un contrat de vente et vous ne payez pas des intérêts, mais vous payez une sorte de mensualité avec une marge intéressante pour la banque. Vous pouvez acheter l'appartement sur plan et avant même qu'il soit livré, vous pouvez le revendre avec une plus-value. Donc vous avez vendu deux bouts de papier. Il y a énormément de gens qui l'ont fait à tel point qu'à un moment, il y avait une loterie pour pouvoir accéder au droit d'avoir une allocation dans un immeuble EMA. Si on est en France, donc résident français, on peut très bien s'endetter pour acheter à l'étranger avec une banque française ou avec une banque locale à l'étranger. Donc c'est possible dans ce sens-là. Il y a peut-être des gens qui vont se dire mais comment il fait pour avoir le double de la moyenne nationale? C'est très accessible. Ça dépend bien sûr encore une fois du mode d'exploitation que vous faites. Si vous faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la location nue, vous êtes sur des rentabilités dans ces eaux-là entre 5 et 6%, le bien s'autofinance. Ouais. Si vous allez chercher des modes d'exploitation un peu agressifs, la colocation, de la location courte durée, ou encore même vous fusionnez ces deux modes dans un immeuble de rapport parce que vous avez acheté un immeuble, donc vous avez fait un crédit mais vous avez plusieurs lots, plusieurs logements, vous faites et de la colocation et de la location courte durée, je peux vous assurer que vous allez dépasser les 10% de rentabilité locative. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast pour répondre à toutes les questions et les craintes que peuvent avoir les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Joël, qui est un ami d'enfance et qui est la personne en fait qui va s'occuper de l'immobilier sur Osei TV. Et c'est un investisseur aguerri puisqu'il a plus de 3 millions en portefeuille et également 10 années d'expérience en banque à faire des crédits pour d'autres investisseurs. Donc tu as les deux côtés, on va dire, en termes de vision. Toi en tant qu'investisseur, plus le fait de monter des dossiers pour les autres. Donc ça va donner une bonne vision, je pense, pour répondre à toutes ces questions. Et la première des questions que tout le monde va se poser, c'est au vu de la conjoncture actuelle, avec des risques de récession, etc., on traverse une période qui n'est pas vraiment facile et du coup, on peut se demander, est-ce qu'il est toujours intéressant d'investir en immobilier? Alors déjà, merci de me recevoir à nouveau sur cette chaîne. Merci. Avec plaisir. Pour répondre à ta question, l'immobilier va répondre à un besoin fondamental qui est celui de se loger. On peut imaginer faire l'impasse sur plein d'achats de gadgets, de tout un tas de trucs, des fois le panier de courses. On ne peut pas se permettre de ne pas dormir dans un logement. Clairement, peu importe la situation économique, les gens vont vouloir se mettre un toit sur la tête. Et donc, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est une opportunité. C'est clairement ça. Et puis, l'autre point, c'est comprendre que l'immobilier, c'est une valeur refuge. Ça reste une valeur refuge parce que si on regarde l'historique de l'évolution des prix de biens immobiliers sur 20-30 ans, on voit que ça reste une évolution positive. Il faut savoir dézoomer, il faut savoir regarder à grande échelle. Ouais, oui. Après, on a connu des fluctuations, on a connu des périodes de baisse, notamment ces dernières années. Ouais. Exactement. Mais est-ce que c'est finalement pas une opportunité pour les acheteurs parce qu'ils achètent au prix bas, donc ils peuvent prétendre à une potentielle plus-value à la revente. À la sortie, ouais. Voilà. Et puis en face de ces prix immobiliers qui baissent, il y a quand même des loyers qui baissent que très rarement, on est d'accord. C'est extrêmement rare, ouais. C'est ça. Mais ils sont d'ailleurs indexés sur l'inflation. On constate que plus il y a d'inflation, plus les loyers peuvent augmenter. Donc ça garantit en fait que les biens continuent à s'autofinancer. Si tu avais pris un crédit, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Complètement. Et pour compléter, l'immobilier, ça reste un des seuls investissements où on a ce qu'on appelle le levier bancaire. Ouais, donc ça nous permet de lever de la dette. Donc on s'endette, c'est de la bonne dette. En face, on a un locataire qui va rembourser notre crédit grâce au paiement de son loyer. Et finalement, on comprend que soit l'opération s'autofinance, donc c'est de la bonne dette, on s'enrichit petit à petit dans le temps. Par le remboursement du crédit. Exactement. Soit si on a bien optimisé, on gonfle notre rentabilité et là on se dégage un excédent de trésorerie, ce qu'on peut appeler le cash flow. Il n'y a pas énormément de business qui permettent ça. Oui. Clairement. La deuxième question que les gens se posent énormément, comme pour la plupart des business, à chaque fois ils se demandent est-ce qu'il y a encore des opportunités, des bonnes affaires à trouver, sachant que les marchés deviennent de plus en plus efficients, il y a de plus en plus de gens qui sont formés à l'immobilier. Donc est-ce qu'il est encore possible dans le contexte actuel de faire des belles plus-values ou bien d'obtenir des beaux rendements? Alors bonne question Julien. Alors je pense que la bonne affaire elle se crée. Finalement sur le papier il y a des affaires qui ne sont pas rentables mais c'est à vous d'optimiser l'affaire. Concernant la plus-value elle se fait à l'achat. Donc il faut acheter le bien en dessous du prix du marché. Donc pour ça il faut cibler peut-être des personnes qui sont pressées de vendre leur bien. Ça va être des personnes qui sont en procédure de divorce, en mutation professionnelle, donc ils ont peu de temps pour déménager, ou qui ont des frais de succession importants, donc ils ont besoin de vite vendre le bien, ou encore des personnes qui ont des gros travaux dans le bien et ils veulent pas y faire face. Il y a tout un tas de personnes. Il y a toujours une configuration, on va trouver un bien qui va être en dessous du prix du marché. Ouais. Voilà, une autre personne qui a un prêt relais, par exemple, qui est pressée de vendre le bien pour racheter un autre bien derrière. Donc la plus-value, elle se fait à l'achat. Concernant le rendement, en fait, il faut penser différemment. Les gens, en général, vont penser à la location nue, mais finalement, il n'y a pas que ce mode d'exploitation. C'est-à-dire, tu peux expliquer
juste en un mot, la location nue? Alors la location nue, c'est donc d'acheter un bien et de le louer vide. Tel quel, donc, quoi. Nu, voilà, sans meubles. Et c'est le moins de rendement qu'on puisse avoir. C'est clairement une opération qui ne sera pas hyper rentable. Donc il faut penser différemment. Il faut penser peut-être à du meublé. Il faut penser peut-être à un mode d'exploitation comme une colocation, comme de la courte durée, de la location courte durée. Mais aussi se projeter en se disant, une fois que j'arrive dans le bien, est-ce qu'il y a pas une possibilité de diviser, de créer des lots, faire un changement d'usage. Donc c'est par exemple d'acheter un local commercial qu'on transforme en logement d'habitation. Tout ça permet en fait de gonfler son rendement et de gonfler ses revenus locatifs. Et de créer l'opportunité. Exactement, complètement. Et au-delà de ça, il faut penser aussi à la fiscalité. Donc il faut maîtriser sa fiscalité pour utiliser les niches fiscales et pouvoir limiter, voire annuler son imposition. Ensuite, le point suivant, on va rentrer encore plus dans le concret avec les crédits qui ont été difficiles à obtenir en 2023 et les taux d'intérêt qui étaient élevés. Donc que faire en tant qu'investisseur dans ce type de situation, en fait, dans ce contexte? Alors donc l'année dernière, si on parle de 2023, les taux d'intérêt étaient relativement élevés. Là, ça commence à baisser. Donc ça ne doit pas être un frein finalement à l'investissement. Il faut comprendre déjà qu'en banque, le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. Donc les banquiers s'empressent finalement d'endetter les gens sur de l'immobilier parce que ça permet de récupérer de la clientèle et de les fidéliser sur 20-25 ans la durée du crédit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques vont se permettre de refaire du crédit. Donc ça reste un bon point. Ensuite, tu as parlé des taux élevés, mais en fait, le taux d'il y a quelques années à 1%, voire 2%, ça restait une anomalie de marché. Si on dézoome, on regarde sur les dernières décennies, les taux à 3,5, 4, c'était finalement une moyenne basse sur les 20 dernières années. Donc, c'est encore une fois pas un frein à avoir. Sachant que de mon expérience de banquier, si vous prenez un crédit avec un taux élevé et que le taux vienne à baisser dans le temps, il faut savoir que vous pouvez aller voir votre banquier, renégocier votre crédit avec un taux qui serait plus bas, ou alors simplement aller voir une banque concurrente et vous faire racheter votre crédit avec un taux plus bas. Et puis, l'autre point, les gens ne comprennent pas, mais les intérêts d'emprunt sont déductibles fiscalement et comptablement. Donc finalement, ça reste quelque chose que vous pouvez amortir aussi dans le temps. Ok, très intéressant. Après, là, on vient de parler de crédit, d'intérêt. Il faut savoir qu'une partie de l'audience qui nous regarde est de confession musulmane, une bonne partie sur Osaï TV. Du coup, pour eux, c'est pas licite en fait que d'avoir de l'intérêt. Est-ce qu'on peut donner quelques pistes d'investissement, sachant qu'on fera plus tard une vidéo entière dédiée, mais là, peut-être quelques pistes de façon d'investir pour quelqu'un qui ne pourrait pas prendre de crédit, soit pour des raisons religieuses, soit parce qu'il n'en veut pas tout simplement. Hein. Ça peut arriver aussi chez les non-musulmans. Il y a plusieurs pistes de réflexion. Hein. Il y a bien sûr le financement islamique. C'est le principe même de signer non pas un contrat de prêt auprès d'une banque, mais un contrat de vente. La banque va acheter un bien que vous souhaitez acquérir, va vous revendre le prêt dans le cadre d'un contrat de vente et vous ne payez pas des intérêts, mais vous payez une sorte de mensualité avec une marge intéressante pour la banque. Okay. Ça, c'est le financement islamique. Vous avez aussi d'autres pistes de réflexion comme la sous-location professionnelle, donc qui est le fait de louer un appartement auprès d'un propriétaire et le sous-louer de façon professionnelle sur des plateformes comme Airbnb, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de crédit bancaire pour ça, finalement. Vous payez un loyer. Puisque vous achetez pas le bien, finalement. Non, vous payez un loyer et tous les mois, vous encaissez de l'argent issu des revenus locatifs de la courte durée. Il y a aussi d'autres pistes de réflexion comme la vente à terme. La vente à terme n'a pas besoin de crédit parce que vous vous arrangez avec un vendeur pour qu'il puisse vous vendre et que vous payez le bien petit à petit jusqu'à un terme défini auprès d'un vendeur chez un notaire. Le dernier point que je peux citer, c'est l'achat en location-accession. Donc ça se fait souvent chez les bailleurs sociaux. Vous louez un bien social et petit à petit, en plus de votre loyer, tous les mois, vous payez un supplément de loyer qui vous sert à payer en fait ce crédit auprès du bailleur social. C'est ce qu'on appelle la location-accession. Vous n'avez pas besoin de vous endetter parce que vous payez petit à petit dans le temps. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans certains pays, il va y avoir des programmes neufs où vous allez pouvoir justement auprès du développeur avoir un crédit sans intérêt. Donc ça se fait beaucoup dans les pays du Golfe, avec, à Dubaï notamment, avec des constructeurs comme Emaar, etc. Où là, vous allez pouvoir en fait acheter sur plan un appartement, et vous allez faire un deposit et ensuite vous allez payer par mensualité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez court hein, comme temps, c'est entre 2 et 4 ans. 4 ans, c'est ça. Donc il faut avoir quand même les reins solides, avoir des bons revenus. Mais sur un appartement pas trop cher, pour quelqu'un qui gagnerait bien sa vie, c'est totalement faisable et ça permet d'accéder à la propriété sans avoir les fameux intérêts. Et ça, c'est pas limité aux Émirats, au Golfe, etc. Il y a aussi ça au Panama, en République dominicaine, dans plein de pays à travers le monde. Donc ça peut être une solution. Et aussi quelque chose qui est intéressant suivant les marchés, quand il y a vraiment beaucoup de hype sur le marché, comme ça a été le cas pour donc Emaar aux Émirats, vous pouvez acheter l'appartement sur plan et avant même qu'il soit livré, vous pouvez le revendre avec une plus-value. Donc vous avez vendu deux bouts de papier. Il y a énormément de gens qui l'ont fait à tel point qu'à un moment, il y avait une loterie pour pouvoir accéder au droit d'avoir une allocation dans un immeuble Emaar. Donc voilà, je pense que ça, c'est un peu les pistes de réflexion. Il
Il y a d'autres choses en finance islamique qu'on pourra préciser dans la vidéo qu'on fera, et aussi dans la formation, il y a tout un pan là-dessus qu'on a fait, parce qu'on sait bien qu'il y a une grosse partie de la communauté qui a besoin de ce type de réponse également et qui s'intéresse à l'immobilier. La question suivante que je voulais ajouter aussi, c'était au niveau du passeport. Il y a des gens qui n'ont pas le passeport français, par exemple, et qui veulent investir en France et qui ont juste un titre de séjour. Est-ce que tu peux... c'est une question qui est revenue souvent au support. Oui, alors ça c'est bien sûr possible. De mon expérience de banquier, mais vraiment régulièrement, chez des personnes qui sont immigrantes, donc ils ont un titre de séjour, ils n'ont pas de passeport français, ils prétendent avoir un crédit immobilier, c'est largement possible. Encore une fois, ça dépend du projet, ça dépend du profil financier de la personne. On peut très bien l'endetter sur 20 ans alors qu'elle a un titre de séjour d'1 an et qu'elle renouvelle chaque année. C'est mais possible. Parce qu'elle a un historique, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est dans la banque. Ouais. Bien sûr, elle a un historique, elle a une activité qui est connue, qui est traçable, et au final, selon la relation qu'on a avec la personne, on peut bien sûr débloquer un crédit. Ça va emmener justement aussi à d'autres questions là, qui viennent sur le fait, en tant qu'étranger ou à l'étranger, d'investir. Acheter à l'étranger depuis la France, est-ce que c'est possible? Ou acheter de l'IMO en France depuis l'étranger? Parce qu'il y a un peu ce mythe, il y a plein de gens qui ne voudraient pas s'expatrier parce qu'ils ont peur de ne plus avoir l'accès au crédit. Donc, ça, c'est un mythe à casser, parce que si on est en France, donc résident français, on peut très bien s'endetter pour acheter à l'étranger avec une banque française ou avec une banque locale à l'étranger. Donc c'est possible dans ce sens-là. Les conditions sont difficiles, hein. C'est-à-dire qu'on a un taux d'intérêt qui peut être plus élevé, on a des conditions d'emprunt, notamment sur la durée, notamment sur l'apport aussi, qui peut être plus élevé qu'un prêt classique, mais c'est possible. Dans l'autre sens, donc depuis l'étranger vers Julien, la France, qui est au Panama, qui voudrait s'acheter son petit appartement haussmannien. C'est très possible, parce que donc on va étudier tes revenus. Il faudrait que tu sois dans un pays où on a cette accessibilité depuis la France, mais les banques s'échangent, et une fois qu'on a ton profil bancaire, on peut très bien aussi t'endetter pour que tu achètes en France. Donc il y a un pôle qui est dédié dans la banque. Hein, c'est très possible. C'est très possible. J'ai un exemple, je crois que je t'en avais parlé, c'est mon oncle en fait qui est donc du Cameroun, qui voulait investir en France parce qu'il faisait des activités en France, des activités commerciales, et comme il domiciliait ses revenus de cette activité en France, il avait un historique dans la banque. Il pouvait, pour un achat de propriété d'une valeur de 600 000 euros, donc la banque pouvait financer 400 000 euros à condition qu'il mette le reste, donc les 200 000 euros. Okay. C'est possible. Alors qu'il a non pas de titre de séjour, il n'a même pas de passeport français, il avait juste un visa d'affaires. Ok, et donc il a financé son bien comme ça. C'est ça. Donc apporte 200 000, donc un tiers, quoi. Il faut mettre un tiers sur la table. Et en termes de taux d'intérêt, c'est un petit peu plus élevé, bien sûr. Que si c'était un Français avec un passeport français. Comme je dis toujours, le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Hein. Si pour lui, le risque est plus élevé, donc il essaye de se conforter en gonflant les taux, en gonflant l'apport, en prenant d'autres garanties. Ok, mais en tout cas, c'est possible dans les deux sens. Et on parlera aussi dans la formation d'investir à l'étranger depuis l'étranger. Il y a aussi plein d'autres options. Quel serait le budget que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'IMO, là, qui nous regarde? Il veut se lancer tout de suite. Alors, le budget, c'est finalement dépendamment de votre situation, de votre profil. Par exemple, si vous n'avez pas d'endettement, vous avez 0 crédit conso. D'ailleurs, quand vous voulez prendre un crédit IMO, je vous conseille de vite rembourser les crédits conso. Les banquiers n'aiment pas trop ça. Mais voilà, si vous n'avez pas d'endettement, donc vous êtes à 0, vous avez la possibilité de vous endetter jusqu'à 35% de vos revenus. Donc ça, c'est le premier point à savoir. Une fois que vous avez cette enveloppe d'emprunt, vous savez à peu près combien vous pouvez lever comme dette. Vous avez comme budget de départ l'apport personnel qui peut être en moyenne à 10%. On a connu des périodes où on s'est endetté pour 110%. C'est que la banque finançait le prix du bien, les frais de notaire, les éventuels travaux, tout. Voilà. Moi, j'ai fait des acquisitions comme ça. J'en ai fait plusieurs à 110%, un financement bancaire à 110%. Aujourd'hui, c'est moins possible. Mais si je peux vous conseiller, c'est de prévoir au moins 10%. Donc, est-ce que tu peux donner un exemple? Quelqu'un qui, je sais pas, qui gagnerait 2 000 euros par mois, il a le droit à quoi? Quelqu'un qui gagnerait 2 000 euros par mois, la banque peut l'endetter à 35%, donc 700 euros. 700 euros, c'est la mensualité donc globale. Hein, ça inclut la mensualité pour rembourser le prix du bien, donc le capital à rembourser. Ça inclut les intérêts d'emprunt, ça inclut les assurances. Donc, c'est une enveloppe globale. Donc, 700 x 12 x 20, ça fait 168 000 euros. Ça va être son enveloppe globale d'emprunt, encore une fois, incluant tout. Et donc, il sait qu'il peut s'endetter pour ça. La banque peut lui demander ensuite de déposer donc 10% de cette enveloppe, à peu près 16 800 euros. Il faut comprendre que les 10% servent à payer les frais de notaire, donc c'est entre 7,5 et 8%, mais aussi les frais annexes, donc les frais de dossier, les frais d'hypothèque ou de caution, etc. Ok, donc 16 800 euros. Après, c'est dans ce cas de configuration, quelqu'un qui gagnerait 2 000 euros par mois. Forcément, en fonction des personnes qui vont nous regarder, en fonction des profils, de combien ils gagnent, du type d'opération qu'ils vont vouloir faire et des conditions de marché, puisque là, on est en train de parler des conditions actuelles. Possiblement, ça va encore s'assouplir dans le futur et on va revenir à des conditions favorables comme c'était il y a encore 2-3 ans. Donc ça, c'est vraiment pas mal de paramètres qui peuvent influencer en fait, le budget de départ.
mais pour le moment, il faut prévoir une petite enveloppe de 10%. La question suivante, c'est en combien de temps on peut espérer toucher son premier loyer? Donc combien de temps ça met en fait d'acquérir un bien et de mettre un locataire dedans et de toucher ses premières rentes et parfois même de toucher un peu d'excédent de trésorerie, de cash flow? Alors, le parcours classique, c'est donc, on commence par la recherche de biens. Il faut compter entre 3 semaines, 1 mois pour trouver un bien qui peut être rentable. Ensuite, donc, on se positionne sur le bien, on signe un compromis de vente chez notaire. On a entre 2 et 3 mois pour aller chercher le crédit. Donc, ça vous laisse assez de temps pour aller démarcher les banques. Donc, en compilé, on a entre 3 mois et 4 mois. Si en plus il n'y a pas de travaux, je veux dire, vous récupérez les clés, maintenant il faut faire les travaux. Donc s'il y a peu ou pas de travaux, il faut compter 3 à 4 mois pour encaisser les premiers loyers. Tu comptes là-dedans la recherche du locataire? Alors oui, parce que la recherche du locataire peut se faire au moment où vous avez les clés ou un peu avant. Si vous êtes sûr d'avoir votre prêt ou que vous avez déjà l'accord de prêt, vous pouvez mettre des annonces fictives sur Internet pour déjà avoir les premiers appels et récolter les dossiers de locataires pour installer un locataire dès que vous aurez les clés. De ton expérience dans les villes où tu investis, tu trouves un locataire en combien de temps? En moins d'une semaine. Ok, donc très rapidement. Encore une fois, ça dépend du bien. Si vous faites un bien avec une belle rénovation, avec des belles prestations, le locataire, il vous appelle dans la journée, il est installé. Ok. Donc la partie trouver le locataire, ça peut être assez rapide. Ce qui ralentit un peu le truc finalement, c'est la préemption, c'est le fait de trouver le crédit. Mais en gros, en 3-4 mois, quelqu'un pourrait toucher ses premiers loyers. Oui, complètement. Ok. Et du coup, quelles seraient les rentabilités que quelqu'un pourrait espérer en ce moment dans la situation actuelle? Alors aujourd'hui, la moyenne nationale en France de rentabilité locative, c'est 5 à 6%. On parle de rentabilité brute. Si on ramène à la rentabilité nette, on peut être autour de 0, peut-être en dessous. Ce qui veut dire que les gens seront obligés de sortir de l'argent de leur poche parce que le bien s'autofinancera à peine. Okay. Ce que je conseille, c'est de chercher une rentabilité autour de 10%, au strict minimum, parce que là, vous êtes quasiment sûr d'avoir un cash flow à la fin, donc un excédent de trésorerie après avoir payé toutes vos charges mensuelles. C'est-à-dire que le bien se rembourse par lui-même, le loyer paye le crédit, et en plus de ça, il te reste une enveloppe pour toi. C'est ça. C'est-à-dire que tu prends du profit, et en plus de ça, ça augmente ta capacité à pouvoir emprunter, à faire d'autres opérations par la suite. C'est ça. 10% de rentabilité, c'est très accessible. Je dirais, ça dépendra parce que ça toujours. paraît être le double. Il y a peut-être des gens, ils vont se dire, mais comment il fait pour avoir le double de la moyenne nationale? C'est très accessible. Ça dépend, bien sûr, encore une fois, du mode d'exploitation que vous faites. Si vous faites, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la location nue, on est sur des rentabilités dans ces eaux-là entre 5 et 6%. Le bien s'autofinance. Ouais. Si vous allez chercher des modes d'exploitation un peu agressifs, de la colocation, de la location courte durée, ou encore même, vous fusionnez ces deux modes dans un immeuble de rapport parce que vous avez acheté un immeuble, donc vous avez fait un crédit, mais vous avez plusieurs lots, plusieurs logements, et vous faites et de la colocation et de la location courte durée, je peux vous assurer que vous allez dépasser les 10% de rentabilité locative. Ouais, et justement, ça, on en fera des vidéos à ce sujet-là, et dans la formation, tu vas aller vraiment loin sur tout ce que tu mets en place, parce que tu ne fais pas uniquement de la location courte durée pure et dure, c'est que tu vas faire des logements atypiques. Enfin, en gros, tu te creuses pour aller chercher ces rendements-là, et c'est comme dans tout business finalement ou dans tout type d'investissement, si tu restes en surface, si tu fais ce que tout le monde fait, tu as la moyenne. Résultats de tout le monde. Exactement. Et si tu vas plus loin, c'est là où tu arrives à avoir vraiment des résultats intéressants. Et du coup, pour toi, les modes d'exploitation que tu viens de citer, donc à savoir la colocation et la location courte durée, c'est la meilleure façon d'avoir de la rentabilité actuellement? Oui, complètement. Pour moi, ces deux modes d'exploitation permettent de gonfler tes revenus, d'optimiser un maximum ta rentabilité. Par exemple, la location courte durée, il faut le faire différemment. Il faut donc proposer une expérience client, ou alors faire des logements atypiques. Donc, ça permet que le client qui va payer plus cher et sera content de payer plus cher qu'une location courte durée classique. Parce qu'il va avoir une expérience, une décoration vraiment très spéciale dans l'appartement. Il se sentira bien dans l'appartement. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est pour le court terme. Ensuite, pour la colocation, comment tu pousses encore plus les rentas par rapport à l'investisseur classique en colocation? Alors, l'exemple d'une colocation, il y a un appartement, 3 chambres. En location classique, vous pouvez le louer 1 000 €. En colocation classique, ça va être 3 chambres, donc à 500 € de loyer par chambre, ça fait 1 500 €. Donc déjà plus 50% de rentabilité. On est content, on est plus rentable. Par contre, moi, je vais aller chercher encore une fois l'optimisation des surfaces, de l'espace. Je vais peut-être créer une chambre dans le salon. Donc je passe de 3 chambres à 4 chambres, donc on passe à 2 000 € de revenus locatifs par rapport aux 1 500 € de celui qui a fait une colocation classique. Je suis quand même plus rentable, mais je suis 2 fois plus rentable qu'une location de base classique. Et donc, c'est justement comme ça que tu arrives à faire le double de la moyenne nationale sur tes investissements. Donc, il n'y a pas de magie, c'est juste que tu te retrousses un petit peu plus les manches que les autres investisseurs. Complètement. Ensuite, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut faire de l'immobilier quand on a déjà un emploi du temps bien chargé? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont salariés, parfois ils ont des familles. Combien de temps ça prend finalement? Et est-ce qu'on peut optimiser les choses pour que ça soit jouable en gardant son job finalement? Alors, je vais parler de mon expérience. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis salarié. Donc, il faut savoir que quand j'ai commencé les premières acquisitions, je prenais 3 jours par semaine à peu près,
en semaine travaillée et 1 jour le week-end pour faire des visites, pour enchaîner les opérations. Ça me prenait du temps, c'est vrai au début, mais c'est finalement un sacrifice pour avoir derrière un parc immobilier qui soit intéressant. Pour quelqu'un qui commence, ça lui prendra peut-être 1 heure ou 2 recherche par visite. Par visite. En soi, une fois qu'il a recherché et trouvé un bien, donc on a dit c'est 1 mois, il a signé le bien, il a obtenu des clés 3 mois après, il a fait des travaux de rafraîchissement, il a mis le bien en location, il n'a plus tellement de choses à gérer. Ça va lui prendre peut-être 10 minutes, 20 minutes dans le mois pour vérifier qu'il a encaissé ses loyers, pour vérifier, envoyer les quittances de loyer, pour vérifier qu'il a remboursé son crédit, vérifier qu'il a bien payé les charges de copropriété, et puis c'est tout. Ouais, donc finalement, il y a un sacrifice à faire un peu le premier mois, on va dire. Toujours. Donc 2-3 soirs par semaine, des recherches d'appartements, tu estimes à combien de temps à peu près ça ? Les recherches d'appartements, sur Internet, ça prend une petite heure, encore une fois. Derrière, si vous enchaînez les visites, c'est 1 heure à 2 heures le temps de la visite. Ouais, suivant là où vous allez visiter les biens. Si c'est un peu loin, il y a un peu de trajet, etc. Donc voilà, le premier mois, un peu de sacrifice. Ensuite, la recherche des crédits, c'est quelques rendez-vous également. Et puis ensuite, une fois qu'il y a le locataire dans le bien, là, ça devient assez peu de temps finalement pour quelqu'un qui resterait avec 1 ou 2 biens. C'est gérable en fait. 20 minutes par mois, vraiment. Après, quand on est à ton niveau de parc immobilier, combien de temps ça te prend à peu près par jour ou par mois ? Je ne sais pas si tu peux le quantifier. Alors, pour essayer de le quantifier et d'être totalement honnête avec toi, ça prend du temps. Effectivement, je prends un peu plus de temps parce que j'ai quand même plusieurs dizaines de lots. Donc, je suis sollicité régulièrement, que ce soit par les colocataires, que ce soit en location courte durée, les appartements que j'ai en location courte durée. Surtout que tes modes d'exploitation, en fait, font que tu es un peu plus sollicité que quelqu'un qui ferait de la location en nu. Mais c'est ce qui te permet, encore une fois, d'avoir des plus grosses rentabilités. C'est le revers de la médaille. Mais après, on peut pas tout avoir. C'est aussi un choix. C'est que moi, j'ai fait le choix de comprendre ce métier, de comprendre tous les tenants aboutissants de l'immobilier. Donc, j'ai fait le choix de gérer tous mes biens seul. Vous pouvez très bien déléguer ces biens aussi. Aujourd'hui, ça va me prendre, j'ai une sollicitation tous les jours, tous les 2 jours à peu près. Ça va me prendre 5-10 minutes parce que c'est rapide finalement les réponses à apporter aux colocataires ou aux locataires en courte durée. Mais c'est vrai qu'en cumulé, dans le mois, ça va me prendre plus de temps qu'une personne qui a 1 ou 2 biens. Mais encore une fois, c'est possible de 100% déléguer, que ce soit en colocation. Il y a des agences immobilières qui sont spécialisées dans de la gestion de colocation. Que ce soit en location courte durée, vous pouvez passer par des conciergeries. Et puis, vous n'avez quasiment rien à faire, quoi. Ouais. Vous déléguez et puis vous encaissez les loyers. Mais on perd un petit peu de rentabilité. C'est quoi à peu près qu'ils prennent ? Alors, c'est entre 3 et 9% selon les agences, selon le mode de colocation et selon ce que tu délègues. Si tu délègues à 100%, tu peux être un peu plus chargé. Ça dépend aussi si tu mets dans l'enveloppe le fait qu'ils s'occupent de changer des ampoules, des trucs comme ça, s'il y a un peu de consommables. Par exemple, en conciergerie, je suis en train de développer la conciergerie. À titre perso, je t'en ai parlé, pour accompagner des clients. En conciergerie, on peut aller jusqu'au remplacement des petites ampoules, jusqu'à changer les piles dans les télécommandes, acheter les consommables, mais ça a aussi un coût, donc on refacture au client. Donc en fonction du niveau de délégation que les gens vont vouloir, finalement c'est ce qui va influencer le prix. Là tu as dit entre 3 et 9%, mais c'est sur de la location soit nue, soit classique, ou bien on va dire en colocation. Après quand on parle de location courte durée, bien sûr c'est plus cher. Tu as les prix actuels. Les services de conciergerie vont prendre entre 20 et 30% en France, s'occuper du bien en France. Au Maroc, moi je prends entre 10 et 20% suivant les biens, suivant le travail, suivant le mode d'exploitation. Si c'est que Airbnb ou si c'est à la chambre, en booking, etc., on va prendre plus. Mais globalement, c'est les prix et ça permet aux propriétaires finalement d'être tranquille et de rien avoir à s'occuper. Je pense qu'on a terminé de faire le tour un petit peu des questions qui revenaient très souvent, que ce soit nous au niveau des emails, toi quand tu commences les mentorats. S'il y a des questions qu'on n'aurait pas traitées et que vous voulez qu'on fasse une deuxième vidéo, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous en commentaire, on fera ça avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous faire savoir également ce que vous pensez de ce type de contenu. C'est toujours important pour nous de savoir, sachant qu'on commence à parler d'immobilier sur la chaîne, donc de voir comment c'est réceptionné, ça nous fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à nous mettre des pouces vers le haut et des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez vous former à nos côtés, que ce soit dans la formation vidéo avec des contenus exclusifs et avancés, et également qui est accompagné d'un mastermind, donc un groupe d'échange où les investisseurs s'entraident au quotidien, eh bien vous allez avoir toutes les informations juste en dessous en description. Vous avez également la possibilité de faire des accompagnements individuels, donc avec Joël directement, donc sous format de mentorat où tu accompagnes une personne qui veut investir vraiment de A à Z, du début, la personne qui est totalement débutante, jusqu'à... Sur tout le parcours de l'investisseur immobilier. Jusqu'à avoir son bien et à toucher ses premiers loyers. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on aura également cette possibilité juste en dessous en description. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, donc merci de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.